Il est 18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Inédit, 3,7 millions, c'est le nombre de Marocains qui ont regagné le royaume au 31 août dans le cadre de Marhaba 2025. Un transit de tous les records qui illustre la fidélité de la diaspora et l'efficience d'une opération humanitaire d'exception encadrée par la Fondation Mohamed Chouf pour la solidarité. C'est demain que démarre l'école pour des millions d'élèves, du préscolaire au lycée. Pour les parents, c'est chaque année le même rituel, rué chez les libraires pour s'assurer que rien ne manque dans le cartable. Nous suivrons un reportage à Tétouan où l'achat des fournitures est à portée des clics. Et nous resterons à Tétouan où l'art pictural est en vedette. La Coulante Blanche se transforme le temps d'un festival en passerelle artistique et culturelle entre les peintres du bassin méditerranéen. La 5e édition du Festival international d'art plastique offre un vrai tremplin aux jeunes talents émergents. Avant le développement de ces titres, le rappel de l'activité royale de la semaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin a présidé jeudi à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de l'Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Amir al-Mouminin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. Cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed de prières et bénédictions sur lui. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé devant Sa Majesté le Roi une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des oulémas avant de remettre au souverain le rapport relatif à ses activités. Lors de cette veillée, Sa Majesté le Roi a procédé à la remise de plusieurs prix. Sa Majesté le Roi a par la même occasion été salué par les membres du jury du prix Mohamed VI de la pensée et des études islamiques. Place au décryptage dominical de l'actualité. C'est toujours en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors la semaine que nous quittons a été essentiellement dominée par l'actualité sportive, en l'occurrence l'inauguration par son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan du nouveau stade Prince Moulay Abdallah à Rabat qui a dévoilé son nouveau visage après sa reconstruction en conformité avec les normes FIFA 2030. Cette enceinte titanesque a d'ailleurs prêté sa pelouse flambant neuve vendredi au match inaugural Maroc-Niger qui s'est d'ailleurs soldé sur une victoire écrasante du 11 national 5-0 et qui est le 11 national qui a validé sa qualification mondiale nord-américain. Le Maroc est en train de se donner les moyens de ses ambitions pour être au rendez-vous des grandes échéances sportives à venir. Le stade Moulay Abdallah que vous avez évoqué a été inauguré par son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et le lendemain il y a eu cette victoire historique du Maroc donc dans la perspective de la participation mondiale. Ce stade est un bijou. Il faut le dire, on ne le dira jamais, c'est un bijou. C'est également une prouesse technique et artistique, et technique et aussi artistique et sur le plan des infrastructures. Il a été réalisé en 18 mois à peu près par des entreprises marocaines. C'est là qu'il y a notre expertise au-dedans et à l'international, vous le savez. C'est un projet de 686 millions de dirhams pour accueillir plus de 68 000 spectateurs. On l'a vu d'ailleurs, il était archi plein. Mais c'est pas qu'un stade. Il s'insère dans un complexe sportif. Le montant des investissements, c'est plus de 3 milliards de dirhams. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce complexe sportif? Il y a un stade olympique d'athlétisme, également une salle omnisport, une piscine olympique, des terrains d'entraînement, un parking souterrain, et puis, sur le plan technique aussi, il faut noter un certain nombre de choses. Une pelouse hybride, donc naturelle et synthétique, une architecture moderne inspirée avec
avec des feuilles de palmier, on l'a vu, des panneaux photovoltaïques à hauteur de 30%, c'est pas mal, des grands écrans évidemment géants, Wi-Fi, la 5G, 800 caméras de surveillance, c'est extrêmement important, et c'est d'ailleurs ce stade qui va servir à l'ouverture et à la clôture de la finale de la CAN 2025, et il sera également retenu en 2030. Donc voilà un grand exploit, un grand bijou, un joyau du savoir-faire marocain. C'est un formidable essor footballistique et sportif qui résonne aussi auprès de la diaspora. Ils étaient plus de 3,7 millions de nos compatriotes à rejoindre le royaume au 31 août. Un chiffre inédit qui corrobore le succès encore une fois de Marhaba, supervisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Une opération humanitaire unique en son genre. Iman Ablou pour les développements. L'heure du retour a sonné pour nos compatriotes résidant à l'étranger. Cette année, ils ont été plus de 3,7 millions à séjourner dans leur pays d'origine pour les vacances estivales. Un chiffre record qui en dit long sur les points d'attache immuables entre la patrie et ses enfants. Les membres de notre diaspora quittent le Maroc, le cœur serré et l'esprit plein de souvenirs qui allégeront le mal du pays. J'ai vraiment du mal à rentrer, j'y laisse mon cœur. Notre cher Maroc est dans nos cœurs et nos esprits tout au long de l'année. Le soleil nous manquera et beaucoup d'autres choses. Le Maroc est une grande nation. Nous rentrons au pays tout contents et nous quittons avec un pincement au cœur. Je repars loin de mes parents, de la famille. C'est très dur pour moi, pour mes enfants aussi. Chaque fois que je foule le sol de mon pays, je ressens toute la joie du monde. Nous avons un très beau pays qui se développe très vite et va de l'avant. Tout comme les arrivées, les retours sont minutieusement encadrés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, dans le cadre de l'opération Marhaba, qui confirme sa place parmi les grands rendez-vous migratoires de la diaspora marocaine. Cette année, le flux fut exceptionnel, une hausse de 11% par rapport à 2024. L'opération s'achève dans une semaine, le 15 septembre, avec la mission bien accomplie. Professeur Moustapha Sahimi, jamais auparavant autant de MRE n'avaient regagné le pays pendant la saison estivale. Comment interprétez-vous ces chiffres et avec quelles retombées ? Faut-il s'en étonner? Ça prouve que le lien est profond entre la communauté marocaine étrangère et la patrie. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a aussi le fait que la Fondation Mohamed V, la solidarité, fait un travail tout à fait exceptionnel à l'arrivée et au départ. Il y a un dispositif qui a été mis sur pied avec plus de 1200 personnes mobilisées dans diverses catégories, mais assistantes sociales, médecins et autres intervenants. Également des opérations de coopération avec les pays émetteurs, notamment avec l'Espagne, la France et l'Italie. Des structures d'accueil améliorées, notamment pour ce qui est des ports d'arrivée, que ce soit les ports maritimes ou l'aéroport de Casablanca. Sur place, il y a un plus, c'est quoi? C'est le fait que les 12 CRI du Royaume se sont mobilisés pour organiser des journées d'information en faveur des MRE, pour leur présenter les opportunités d'investissement. Il faut noter qu'il n'y a que 10% des fonds transférés par les MRE qui dépassent 110 milliards de dirhams par an qui intéressent le secteur productif. Et donc là, il y a là une potentialité énorme et c'est le travail des 12 CRE donc, qui a été fait avec des réunions d'information. Et puis il y a aussi le fait que ce sont des visiteurs qui est touristiques. 49% des flux touristiques, ce sont des MRE. Plus de 30% des nuitées dans les hôtels, c'est également des MRE. Il faut donc s'adapter à l'avenir à cette demande touristique des MRE, de même que ça intéresse le tourisme interne, c'est-à-dire des formules appropriées d'hébergement, de prix, d'accueil, etc., sans oublier le coût
cher, élevé du transport. Et il faut envisager évidemment, pour ce qui est des compagnies maritimes et des compagnies aériennes, des formules préférentielles avec l'idée, par exemple, d'un billet famille. On en a parlé, il faut revenir. Donc voilà c'est ce qui se passe et c'est extrêmement important. Autre temps fort de cette semaine, la visite de travail effectuée dans le Royaume par le vice-ministre turc du commerce. Il était à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires turcs, un déplacement qui entend sceller un rapprochement économique et commercial croisé entre les deux pays. Quel potentiel représente le marché turc pour nos entreprises dans un contexte en pleine recomposition? Le potentiel est là, vous avez raison de le relever, mais il y a les faits. Les faits, c'est que depuis 2006, nous avons un accord de libre-échange avec la Turquie qui se traduit par quoi? Il se traduit par un gros déficit commercial du Maroc. Les échanges commerciaux sont de 51 milliards de dirhams pour 2024. Sur ces 51 milliards de dirhams, 39 milliards de dirhams, ce sont des importations marocaines. Le Maroc n'exportant vers la Turquie que 11 ou 12 milliards de dirhams. Alors, quand il y a un déficit structurel qui perdure, évidemment, il y a un problème. Alors, il n'est plus question aujourd'hui de remettre en cause l'accord de libre-échange. Il y a eu, vous le savez, un certain nombre de discussions laborieuses entre Rabat et Ankara sur les modalités d'équilibrage de la balance commerciale. Il y a eu des réunions de comités mixtes et aujourd'hui, il y a la visite du vice-ministre turc du commerce, Mustafa Tukzi, qui a été reçu par le secrétaire d'État au commerce, Omar Zira. Alors, ce qui a été arrêté, c'est un certain nombre de choses. C'est de porter la coopération économique à de nouveaux niveaux. C'est également de voir les possibilités de promotion des exportations marocaines vers le marché turc. Il y a un rendez-vous qui a été pris avec une feuille de route. Il y a eu une réunion qui a eu lieu déjà en juin dernier, vous le savez, à propos de cette difficulté, ce déficit. Il y a également l'annonce d'un séminaire d'investissement et forum d'affaires en novembre prochain en Turquie. Il y a des réunions d'opérateurs et c'est un marché important pour le Maroc, évidemment, mais à condition qu'il y ait un certain nombre de mesures d'attraction et de facilitation des exportations marocaines. C'est un grand marché et il faut que le Maroc retrouve sa place, d'autant que nous avons une économie dynamique, diversifiée. Les pistes potentielles intéressant les investisseurs marocains, c'est quoi? C'est le textile, c'est les énergies renouvelables, c'est également l'automobile et ses composants. Le Maroc est pionnier, vous le savez, sans oublier l'agroalimentaire, les produits agricoles, l'aéronautique, le bâtiment, la pharmacie, technologie moderne, donc un champ potentiel de développement du bilatéral entre les deux pays. Je vous remercie, professeur Moustapha Shahimi, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, la voie est toute tracée vers le sommet social de 2025. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, accompagné de son homologue de Belgique, Sophie de Smet, a remis au président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies le projet final de la déclaration politique de Doha pour le développement social. Un texte qui devra être adopté début novembre par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet qatari. Ce projet final est le fruit d'un processus de négociation intense. Il témoigne du leadership visionnaire et fédérateur des deux royaumes, le Maroc et la Belgique, qui ont su rapprocher les positions divergentes et catalyser un renouvellement de l'engagement de la communauté internationale pour la réalisation du développement social. Après plusieurs jours d'ensoleillement, la pluie fait son retour sur une bonne partie du royaume. Hier soir et ce matin, durant ces dernières 24 heures, des précipitations de l'ordre de 20 mm ont été enregistrées à Figuig, 16 à Taroudin, 13 mm observés du côté de Bouarfa, 10 aux environs d'Ifrane, puis 3 mm à El Hajeb et 2 à Tafraout. Nous allons garder ces mêmes conditions ce soir encore avec des averses orageuses localement fortes, aussi entre 25 et 35 mm et seront accompagnées de rafales de vent sous orage à Smara, Figuig, Taouret, Gersif et Boujdour, avant une accalmie prévue aux alentours de 23h ce soir.
C'est demain lundi 8 septembre que sonne l'heure de la rentrée scolaire. Qui dit rentrée dit achat des fournitures. Pour s'approvisionner, certains s'y prennent la veille du grand jour. Fini le temps où il fallait se munir de la fameuse liste en main. Désormais, c'est sur smartphone que l'on boucle les derniers achats. Reportage à Tétouan, Ali Gnoni, Mehdi Karakchou sur le récit de Sofia Fagrota. À l'approche de la rentrée scolaire, cette librairie de Tétouan ne désemplit pas. Entre listes interminables de fournitures, manuels scolaires à retrouver et clients pressés, septembre est le mois le plus intense. Pourtant, tout semble se dérouler dans le calme. Même le temps d'attente des clients est réduit. Le secret, le numérique. Les nouvelles technologies facilitent le service. Avant, nous apportions une liste imprimée et nous devions attendre que les libraires trouvent tous les articles. Les files d'attente étaient interminables. Aujourd'hui, avec WhatsApp ou l'email, nous envoyons la liste et on nous donne un rendez-vous précis pour récupérer les fournitures. Pas la peine de venir deux fois. La rentrée scolaire est plus simple grâce aux nouveaux moyens de communication. Grâce au service à distance, nous envoyons un message WhatsApp ou un email. Quand nous venons les chercher, toute la liste y est. Et les livres et cahiers sont même couverts. Un système désormais bien rodé qui assure des clients satisfaits et des libraires plus à l'aise. L'outil numérique facilite certes la communication, mais les préparatifs ont commencé il y a bien longtemps. Depuis le mois de mai, ce libraire établit les listes et passe commande auprès de ses fournisseurs. Avec nos clients, nous avons l'habitude de recevoir des listes de fournitures dès la fin de l'année scolaire. Nous avons beaucoup appris de l'expérience Covid. Nous avons pu développer nos services à distance. Nous traitons les demandes via WhatsApp, email ou encore sur notre page Facebook. Nous avons une équipe dédiée à l'interaction avec les clients. Je suis étudiante en 2e année de physique. Je travaille dans cette librairie pendant mes vacances et mes jours de repos. Cela me permet de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir une expérience avec les clients. Des choses qui m'aideront certainement dans mon futur parcours professionnel. Recruter des saisonniers pour répondre aux nombreuses demandes et passer au numérique pour fluidifier le traitement. Les libraires redoublent d'efforts en cette rentrée. Si pour les élèves, septembre rime avec adaptation, pour les libraires, c'est avant tout la saison du travail acharné, celle qui donne le rythme à toute l'année. On reste à Tétouan où se déroule ce week-end la 5e édition du Festival international d'art plastique porté par l'Association marocaine pour le développement culturel et social en partenariat avec la province et la commune de Tétouan. Le festival se veut une pépinière de jeunes talents créatifs en leur ouvrant de plus larges horizons d'expression artistique. Immersion avec Yassine Bejloun, Ali Gnoni avec le commentaire de Maria Aouad. Des peintures comme des empreintes sur le monde, des instants de vie qui donnent à voir et à penser notre époque et ses traditions. Et de la beauté avant toute chose. Telle est l'essence de cette 5e édition du Festival international des arts plastiques de Tétouan, qui rassemble 80 artistes venus du monde entier, mais aussi des 4 coins du Maroc. Les toiles qui sont exposées ici sont d'une grande qualité esthétique. Elles sont riches et variées. Pour ma part, je suis très fière de faire partie des participants. Il y a beaucoup d'artistes étrangers, c'est très réjouissant. Nous accueillons des artistes du Maroc, de Jordanie, du Sultanat d'Oman, d'Irak, mais aussi des États-Unis et d'Espagne. Le programme de cette édition est marqué par de nombreuses conférences avec des thématiques différentes en rapport avec le passé et le présent. Il y a aussi des ateliers d'art-thérapie animés par des intervenants étrangers. En véritable incubateur de talents, cette 5e édition du Festival des arts plastiques de Tétouan met en lumière le talent et la virtuosité de ces artistes passionnés. Tous portés par le désir de dialogue et la volonté de transmettre leur engouement pour l'art, la technique et l'histoire des civilisations.
Je participe à cet événement avec cette toile qui représente un cheval. Cet animal est à mon sens la plus noble conquête de l'homme. Il symbolise depuis toujours la puissance, notamment sur les champs de bataille et lors des courses hippiques. Je suis en compagnie de 2 de mes collègues et nous sommes très heureux et fiers de participer à un tel événement. D'ailleurs, nos travaux sont exposés ici même et tout le monde peut les admirer. C'est l'occasion aussi de pouvoir parler, débattre avec les gens à propos de nos œuvres. Plus qu'un simple espace de création et de libre expression, la 5e édition du Festival international d'art plastique de Tétouan incarne une célébration vivante de la fraternité et de l'humanisme dans toute leur portée universelle. Sports équestres, cap sur l'école royale de cavalerie de Témara qui a prêté ses carrières au concours officiel de saut d'obstacles. L'épreuve phare de ce concours est le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Un prix remporté cet après-midi par le cavalier Rali Bouqa, suivi de Ali El-Harch et Hicham Radi qui ferment les 3 marches du podium. Des prix remis des mains du président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah El-Alaoui. Du tennis pour finir, la 3e aura été la bonne pour la numéro 1 mondiale. Aryna Sabalenka a remporté son 2e US Open d'affilée, gagnant enfin un grand chelem en 2025. Une belle revanche après ses défaites en finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros. La Bélarusse a dominé l'américaine Amanda Anisimova par 6-3, 7-6, 7-3. Et voilà, c'était la page de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.